Madame, Monsieur, bonsoir. Notre couverture spéciale guerre au Moyen-Orient se poursuit. Cela fait donc 25 jours depuis que les États-Unis et l'entité sioniste ont lancé ce qui restera comme l'une des offensives militaires les plus lourdes de ce siècle. Plus de 2000 morts recensés des deux côtés iraniens et libanais, plus de 82 000 structures civiles endommagées ou détruites en Iran. Le détroit d'Ormuz est quasi fermé, plus de 3000 navires sont immobilisés dans la région et les prix du pétrole ont bondi de près de 50% depuis le début du conflit. Voilà donc quelques chiffres qui ont marqué ces 4 dernières semaines. Et sur le plan diplomatique, le brouillard reste total. C'est justement cette guerre, ses revirements et ses conséquences que nous allons décrypter aujourd'hui avec nos invités juste après ce jingle. Et pour m'accompagner ce soir sur le plateau, Tarek Hafid, journaliste. Bonsoir Tarek. Bonsoir Nariman, bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également de l'autre côté de la table, Monsieur Mohamed Benazouz, spécialiste des questions de sécurité voilà, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et Guillermo Bravo, journaliste espagnol et directeur du podcast Puzzle Fronteras, est également avec nous via Teams. Bonsoir Guillermo. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà maintenant messieurs, maintenant que le décor est planté, on va revenir sur l'une des actualités phares du jour. Le président américain Donald Trump avait annoncé pas plus tard qu'hier suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques pour 5 jours après un premier ultimatum de 48 heures. Aujourd'hui, 2 installations gazières iraniennes ont été visées, dont une station de régulation à Ispahan et un pipeline à Khorramshahr. Je vais commencer avec vous, Mohamed Benazouz. Est-ce qu'on peut dire que ce revirement du président Trump est une contradiction assumée ou plutôt une stratégie de pression qui pourrait être calculée? C'est surtout une stratégie de pression qui est calculée parce qu'en fin de compte, après la riposte iranienne, c'est-à-dire la menace iranienne de s'attaquer aux infrastructures pétrolières du pays du Golfe, on voit que Donald Trump a un petit peu fait marche arrière dans ses ultimatums et ses menaces. Vous avez d'autre part un fait très important. Il faut noter que les marchés financiers sont restés très disciplinés dans la mesure où il accueille très bien le narratif du président américain. Et certains analystes iraniens vont jusqu'à dire que le timing des annonces du président Trump correspondent à l'ouverture du marché et à la relance des marchés financiers. C'est-à-dire tout ce que le président Trump ferait comme annonce, les négociations, les pseudo-négociations, etc., sont faites pour rassurer les marchés financiers et c'est tout. Est-ce que ça nous en dit plus finalement sur les réels objectifs de Washington concernant cette guerre? Il est clair que la guerre, c'est une guerre de l'entité sioniste. Très peu de gens sont convaincus que cette guerre peut avoir un intérêt pour les États-Unis, peut-être au très long terme. Mais il faut dire que la guerre ne se passe pas sur le sol américain. D'abord, il n'est pas établi que les Iraniens peuvent atteindre le sol américain. Même, vous avez peut-être suivi l'épisode de Diego Garcia, bombardement sur Diego Garcia. La propagande occidentale est allée jusqu'à dire que c'était des missiles, comme on sait que les Iraniens ne déclarent pas qu'ils ont des missiles de plus de 2000 km, que c'est des missiles auxquels on a diminué la charge et on a sacrifié un peu la précision pour pouvoir atteindre les 4000 km. Donc, ils sont allés jusqu'à dire ça. Puis après, tout de suite après, on a été surpris par l'annonce iranienne qui dément carrément que toute implication sur éventuellement avoir visé cette base. Donc, ça se voit que ça fait partie de la propagande sioniste
de dire que voilà, ils ont des ICBM peut-être pour ramener un peu les Européens sur la table du conflit, des Européens qui n'ont pas du tout envie, ni les moyens, ni l'envie de se faire entraîner dans un conflit pareil. Tarek Hafid, cette rhétorique de Donald Trump, menacer, reculer, après attaquer quand même, est-ce que ce ne serait pas un signe plutôt d'une politique étrangère totalement imprévisible, entre guillemets? Alors, je pense que oui, totalement imprévisible et dénué de tout sens de l'organisation, même surtout de la planification. On a l'impression que les États-Unis et l'entité sioniste découvrent quasiment la menace iranienne, la capacité déjà de frapper les territoires occupés palestiniens, la capacité aussi de réagir en frappant aussi les alliés des États-Unis et même d'Israël dans les pays du Golfe. Et donc, quand on voit ça, on se dit, mais encore une fois, c'est-à-dire, moi je le répète à chaque fois, comment ils ne sont pas arrivés à prévoir tout ça? Face à ça, il y a quand même un président Trump qui nous a habitués maintenant depuis 2017 à avoir des réactions vraiment personnelles qui ne collent pas en réalité avec ce que l'on connaît des présidents américains ou même des grands chefs d'État occidentaux, très saupoudrés, donc qui réagit comme il pourrait réagir dans un salon. Des réactions qui lui sont propres. Qui lui sont propres. Ensuite, il me semble que cette histoire d'ultimatum, 48 heures, 5 jours, etc., et c'est ce que j'étais en train de lire déjà avant de rentrer sur le plateau, ça serait probablement aussi pour préparer l'arrivée de Marines pour une éventuelle intervention sur les côtes ou sur une des îles du territoire iranien. Dans quel but stratégique? Moi, je ne sais pas, mais vraiment, en tout cas, ce qui se passe, mis à part le fait, ce que disait M. Benazos concernant les marchés, là où il y a vraiment une stratégie, on sent qu'il y a une réaction de l'administration Trump par rapport à ce qui se déroule sur le plan économique et financier, mais sur la réalité du terrain, j'ai l'impression que c'est assez brouillon. Très bien, on revient également, messieurs, sur cette impasse diplomatique. On le sait depuis quelques jours, Washington déclare que des discussions ont lieu avec la partie iranienne concernant une potentielle trêve, un discours qui a été démenti plusieurs fois par Téhéran. Le lendemain, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré à CBS News que des points ont été reçus par les États-Unis via des médiateurs et sont actuellement en cours d'examen, ce qui contredit la position officielle iranienne de zéro dialogue. Le Pakistan s'est même dit lui aussi prêt à accueillir des pourparlers entre Washington et Téhéran. Guillermo Bravo, on voit là qu'il y a une contradiction flagrante et surtout un imbroglio diplomatique et politique. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Oui, effectivement, je pense que c'est une guerre, un conflit qui en tout cas a bouleversé énormément les agendas de tous les pays qui sont impliqués dans cela. On a vu en plus qu'il y a des pays qui n'étaient pas censés être impliqués mais qui se sont vus attirés dans le conflit. Je pense que c'est un conflit qui a de très fortes complications pour être prédit. Je pense que ça va être compliqué aussi d'anticiper certains résultats. Et pourtant, lorsque on voit arriver chacune des nouvelles que l'on entend dans les news, je ne sais pas si c'est la même sensation que partagent les autres invités du plateau, mais on dirait un peu comment je n'ai pas prévu ça. Parce qu'on voit comment il y a un sens derrière tout, même si ce n'est pas un sens qui répond aux intérêts de la plupart des pays, seulement à ceux des Américains et des Israéliens. Mais je vois pourtant une ligne de cohérence entre ce que font les États-Unis et peut-être un intérêt à long terme pour essayer d'avoir un allié qui est l'Israël avec une position de plus en plus grande dans le Moyen-Orient, en détriment justement de certains adversaires traditionnels comme l'ont été l'Iran ou certains partenaires de temps en temps ou parfois
ennemis, comme ça peut être l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Je pense que finalement, il y a une logique qui se comprend à très 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 long terme, et seul le temps nous permettra de nous dire si vraiment on avait raison ou est-ce que c'était une spéculation un peu trop poussée. Monsieur Bravo, une position qui, on l'a vu, n'est pas partagée par le reste des puissances mondiales, justement. Le président allemand, qui est ancien architecte de la diplomatie européenne avec l'Iran, avait qualifié ce mardi la guerre, je cite, de faute politique et de violation du droit international. Est-ce que le président allemand a peut-être mis des mots sur ce que beaucoup pensent en privé dans les capitales européennes, Guillermo? Alors ça dépend à qui on demande. Par exemple, en Espagne, nous avons des personnes qui sont partantes pour soutenir les positions des États-Unis et qui pensent que c'est une guerre qui a du sens. Il y a une grande partie de la population qui pense tout le contraire, que c'est une guerre d'agression provoquée à cause des intérêts plutôt de l'Israël, mais aussi des États-Unis. Dans le cas espagnol, ces positions dépendent un peu plus du côté politique à niveau national dans lequel se pose chacun des individus. C'est un peu plus l'extrême droite peut-être, non? Pardon? C'est un peu plus l'extrême droite peut-être? Exactement. Pas l'extrême droite seulement, il y a aussi les droites généralement. Dans la mesure où finalement le Premier ministre Pedro Sánchez a eu pour certains le courage ou pour certains l'irresponsabilité, moi je pense que c'est courageux quand même, mais de condamner ou de limiter la légitimité des attaques de l'armée israélienne et de l'armée américaine sur les positions iraniennes, ce qui a créé une crise diplomatique et des tensions notamment avec beaucoup de nos alliés. Je pense que la plupart des gens qui ne sont pas contents dans le niveau national avec la gestion de ce Premier ministre ont utilisé aussi ce nouveau front à l'international pour continuer de faire leur critique. Je pense que l'échantillon espagnol n'est peut-être pas le meilleur pour calculer dans ce cas les équilibres sociaux par rapport à la guerre. Mais revenant à votre question, je pense que ce qu'a dit le président allemand, qui d'ailleurs va un peu en contre de ce qu'avait dit ou soutenu le chancelier Merz, oui, dans le bureau ovale, lorsqu'il avait fait ses déclarations. Plutôt, il avait évité de faire des déclarations lorsque Donald Trump disait qu'il allait mettre des sanctions à l'Espagne, alors que le chancelier allemand sait parfaitement que ce n'est pas possible de mettre des sanctions à un pays de l'Union européenne sans les étendre à tous les autres membres. Je pense que c'était une position pas très courageuse, plutôt lâche même, et que peut-être les Allemands se sont rendus compte que finalement, ici, il faut faire une sorte d'équipe autour de l'Europe pour essayer de tenir, parce que sinon, dans notre cas particulier des Européens, on va être un petit peu pris au piège entre un côté et l'autre, non seulement géographiquement, mais aussi géopolitiquement. Mohamed Ben Azouz, pour revenir sur le cas de l'Espagne, on l'a vu, Madrid s'est très rapidement distingué des 27 en s'opposant à cette guerre au risque de s'attirer les foudres de l'administration Trump. Madrid qui s'était déjà distingué aussi sur la question palestinienne. Est-ce que l'Espagne risquerait peut-être d'influencer l'Union européenne avec sa position ? Bon, je ne pense pas qu'elle pourrait influencer directement l'Union européenne, mais pour ajouter un peu pour abonder dans la même thèse sur la question précédente, on poursuivra après sur ça, c'est vrai que cette guerre est une véritable erreur politique, hein, dans le sens que pour les Européens, dans le sens que le pacte transatlantique est censé être un pacte défensif. Hein. À travers le temps, on s'est aperçu que non, au contraire, c'est un pacte offensif quand il s'agissait de questions de moindre importance, comme vous avez vu la Libye, etc. Mais on voit qu'actuellement, cette guerre, globalement, est en train de déconstruire ce que la guerre en Ukraine
a réussi à rassembler en Europe et a réussi à rassembler autour des États-Unis. C'est-à-dire tous ces acquis sont en train de disparaître. Il n'y a pas que l'Espagne, il y a la Suède nouvellement pays de l'OTAN. Ouais. Vous voyez déjà la guerre en Ukraine a provoqué l'entrée dans l'OTAN de 2 pays déjà, la Finlande et la Suède. Donc ce n'est pas rien, mais c'est-à-dire c'est une véritable erreur politique parce qu'elle est en train de changer véritablement les relations entre les Européens et les Américains. Et ça va être au très long terme. Parce que vous savez, il y a toujours une certaine, disons, une certaine réticence, certaine latence des politiques, quelles que soient les générations, pour revenir à ce qui était antérieurement. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y aura un avant et un après. Ce n'était pas le cas sur la campagne de juillet, où nous avions eu, par exemple, des déclarations allemandes carrément opposées. Le chancelier allemand avait déclaré que Israël était en train de faire la sale besogne pour c'est-à-dire qu'il s'inscrivait en droite ligne dans le narratif sioniste. Voilà. Peut-on parler, selon vous, Tarek Hafid, d'une impasse politique? D'une impasse politique aux États-Unis ou dans l'ensemble L'échec du système multilatéral en général. Alors, je pense que le véritable danger pour les États-Unis, ce n'est pas maintenant, en fait, ça sera plus tard, c'est vraiment la question de la crédibilité. Comment vont paraître les États-Unis par la suite? Il me semble, je suis en train de voir à travers la décision de Trump de suivre l'aventure de Netanyahou contre l'Iran, j'ai l'impression que s'il ne réussit pas, si Trump ne réussit pas, il va mettre en danger tout ce qui a été la puissance des États-Unis, que les États-Unis ont acquis suite à la chute de l'Empire soviétique. Tout ce qui a été fait depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que tout ceci est quasiment mis sur une balance, juste pour un fait très simple, c'est la haine d'Israël envers ses principaux voisins, donc ce qu'elle considère comme étant ses ennemis, notamment l'Iran. Comment vont être perçus les États-Unis à la fin de cette guerre si, effectivement, ils ne la remportent pas, parce qu'ils sont tenus de la remporter? Comment, au sein même de l'establishment américain, comment vont réagir donc, les élites américaines vis-à-vis d'une pression future de la part des sionistes? Donc c'est tout ça qui est en jeu en réalité. On a déjà vu la démision du directeur du département de lutte antiterroriste. Oui, mais ce qu'on voit aussi, et ça n'apparaît pas clairement, il y a encore une grande énigme, c'est les futures élites, c'est-à-dire tous les étudiants qui se sont opposés à l'entité sioniste depuis le 7 octobre. Donc tout ça, en fait, est en train de dicter ce que vont devenir et comment seront perçus les États-Unis. Les étudiants, il faut le rappeler tout à l'heure, qui ont dénoncé le génocide. Qui ont dénoncé pas juste une opposition à l'entité sioniste. Sont les hommes politiques, sont les militaires de demain. Donc comment, quelle va être leur réaction dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, par rapport justement à la pression, au lobby. Quand ils seront dans la décision. Quand ils seront dans la décision. Et en fait, l'enjeu, je pense, actuellement, ce n'est pas ce qui est en train de se dérouler actuellement, mais comment seront déroulés les États-Unis, même par rapport à leurs relations à l'Europe, la relation à l'Afrique, aux pays africains, leurs engagements dans certains dossiers. Comment est-ce que réellement les États-Unis vont rester la puissance qu'ils sont depuis plus de 30 ans. Oui. C'est ça, en réalité, l'enjeu qui se joue maintenant. Je voudrais mettre un point sur le concept là, de multilatéralisme. On entend beaucoup multilatéralisme, etc. Donc, il faut faire très attention à ce concept. Le concept, à l'origine, il est noble. C'est-à-dire que les États coopèrent au sein d'organisations internationales, des Nations Unies, etc., ça, c'est certain. Mais dans la bouche des Occidentaux, dans le narratif occidental, c'est plutôt dans quelle mesure les États-Unis
prennent leur avis, prennent en considération leur avis pour intervenir ou ne pas intervenir sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire que nous, en dehors des grandes puissances, ce concept ne signifie pas grand-chose pour nous. Cette fois-ci, il semble qu'il est un peu intéressant. Pourquoi? Parce qu'il semble que les États-Unis n'ont pas pris l'avis de leurs partenaires pour s'engager dans cette aventure. Comme le disait mon ami Tarak, pour ajouter aussi quelque chose sur le président Trump. Le président Trump, c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout. Au sein de l'État profond américain, au sein de la stratégie à très long terme, c'est une personne au demeurant remarquable qui est en train de bouleverser les choses, d'accélérer les objectifs américains à une vitesse vraiment foudroyante. Voilà. Très bien, messieurs, on va revenir sur cette guerre qui est menée en ce moment sur plusieurs fronts, dont le Liban qui est embrasé depuis plusieurs semaines alors que les agressions se multiplient dans le sud du pays, mais également dans la capitale. L'armée sioniste a frappé ce mardi les banlieues sud de Beyrouth. Il y a aussi le ministre de la guerre sioniste qui a évoqué ouvertement l'annexion du sud du Liban jusqu'au fleuve Litani. Guillermo Bravo, l'entité sioniste mène simultanément un génocide à Gaza, une guerre contre l'Iran et une offensive terrestre au Liban. Il y a clairement là une feuille de route réelle et détaillée qui est en train de se mettre en place sur le terrain, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, tous ces mouvements auxquels vous faites référence doivent se comprendre ensemble. C'est clair que ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait un allongement ou une progression israélienne au-delà des frontières qui déjà étaient données, au-delà des documents juridiques internationaux et des conventions qui ont été conclues. Ces limites avaient déjà été dépassées, mais elles ont encore été dépassées encore une fois. Je pense que l'Israël voit de l'autre côté de l'Atlantique une opportunité. Dans Donald Trump, il voit une opportunité au-delà d'un ami. Il considère que les conditions se sont données en ce moment pour pouvoir mener à bout des parties de leur agenda qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles. Donc je pense qu'effectivement, ce sont des choses qui doivent être comprises ensemble et qui ne s'arrêtent pas là, je pense. Car toutes les personnes qui lisent et qui suivent toutes ces nouvelles dernièrement, à chaque fois qu'on lit quelque chose sur les avancées d'Israël, sur les territoires adjacents, personne ne pense, c'est la dernière, ou ils vont s'arrêter là. Tout le monde pense qu'il y a une vocation de continuer. Quand est-ce que cela s'arrêtera? On ne sait pas, on ne veut pas savoir. Je pense que le fait que la plupart des experts ou des gens qui vraiment étudient et qui connaissent les dynamiques qui règnent dans ce conflit se réservent la parole de dire quoi que ce soit ou d'avancer ou de prévoir, tandis que justement les personnes qui ne savent pas trop sont très sûres alors de parler et osent prédire ou donner des avis ou des projections, parfois je pense très poussées et pas très logiques. Je pense que cette dualité permet de comprendre à quel point c'est une guerre de laquelle on ne connaît vraiment pas les détails. On voit ce qui se passe, mais on ne voit pas vers où on va. Et je pense que cela empêche de prévoir correctement jusqu'où va arriver Israël dans ses ambitions territoriales en détriment de ses voisins. Mais oui, évidemment, ce sont des choses à comprendre tout ensemble. Darkhafed, Guillermo Bravo vient de faire allusion au projet expansionniste et colonial du Grand Israël. La France a tenu à réagir aux propos du ministre de la guerre israélien, sioniste, en appelant justement le régime colonial à s'abstenir en ce qui concerne cet objectif militaire affiché d'annexer une partie du Liban.
Quelle est selon vous la portée réelle de cette réaction française? Paris a-t-il encore les moyens d'influer sur les cours des événements, sur le cours des événements? Aucun. Aucun, surtout dans un pays où, au Liban, surtout comme le Liban, où les Français ont tenté pendant des années de se positionner en tuteur de ce pays, en étant un peu les garants de la stabilité. Bon, ils ont toujours échoué. On le voit depuis le XXe siècle, c'est-à-dire il n'y a absolument aucune portée du discours français. C'est juste, peut-être par romantisme, plus qu'autre chose que les Français le font. C'est tout. Il suffit juste de voir ce qui s'est passé durant la visite du ministre français des Affaires étrangères, autant au Liban qu'en Palestine occupée. Les Français, les Israéliens l'ont empêché même de rentrer dans un petit espace que les Français revendiquent comme étant un territoire leur appartenant, donc dans les territoires occupés. Donc, non, je pense qu'à ce niveau-là, tous les Européens sont hors jeu pour tout ce qui se joue au Moyen-Orient. Je voudrais juste revenir sur quelques mots sur la réaction du président allemand. La réaction du président allemand, en fait, elle n'est pas adressée aux États-Unis, mais elle est adressée aux Israéliens. Et je pense que c'est un changement de position qui est très intéressant. Les Allemands ont toujours, jusqu'à aujourd'hui, un problème de conscience vis-à-vis de la question, on va dire, la question juive. Et donc le fait qu'il y ait des mots aussi durs, en fait, ils ne sont pas... Sachant qu'effectivement, c'est Netanyahou qui a conduit le bal pour aller vers cette guerre. Donc ce sont effectivement des propos qui sont destinés directement aux Israéliens. Mohamed Benazzouz, très brièvement, le projet colonial expansionniste israélien est-il en train de se mettre en œuvre? Oui, certainement, mais ce n'est pas un projet réaliste. C'est-à-dire, ça fait déjà depuis les années 80, on parle d'une expansion jusqu'au fleuve Litanie, mais l'histoire a montré que chaque fois qu'il y a eu offensive, quelques années après, il y a eu contre-offensive, et même actuellement, des combats très durs se déroulent. Je crois que ça fait 24 heures, on parle de 20 chars Mark-Va qui sont censés être les plus protégés, disons, au monde, qui sont carrément brûlés, détruits par la résistance libanaise. En fait, sur le plan tactique, il faut reconnaître que la réaction d'Israël a été disproportionnée. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ils profitent de cette situation que, disons, un front libanais souffre, mais leur riposte a été vraiment disproportionnée. C'est ce que, par exemple, Paris s'est vraiment refusé de reconnaître. Hein. Donc, mais avec l'équipe actuelle, c'est-à-dire israélienne, Netanyahou, etc., rien n'est écarté. Ça peut, bien sûr, il y a le projet du Grand Israël existe depuis tout le temps, il existera toujours. Très bien. Mais pour dire que c'est réaliste, qu'Israël va rester dans ses positions, disons, plus, disons, d'une décennie ou 20 ans, ce n'est vraiment pas quelque chose de réaliste. Pourquoi? Parce que cette guerre, comme les guerres précédentes, celle à Gaza et au Liban, l'engagement a montré pour les adversaires de l'Occident en général et d'Israël que Israël et que l'Occident n'est pas invincible. C'est ça le véritable changement, si vous voulez, dans les engagements militaires. Donc je ne pense pas que c'est vraiment un projet réaliste. Très bien, messieurs. On poursuit notre décryptage juste après cette courte pause. Notre couverture spéciale guerre au Moyen-Orient se poursuit. Nezim Sini, expert en géoéconomie, vient de nous rejoindre via Teams depuis Marseille. Bonsoir Nezim. Bonsoir, merci pour votre invitation.
Alors messieurs, l'Europe s'agite depuis le début de ce conflit, en particulier après le blocage du détroit d'Ormuz. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a même déclaré que la fermeture du détroit était, je cite, inacceptable. Nazim Sini, certains experts parlent également d'une menace majeure, pire que le choc pétrolier des années 70. Sommes-nous aujourd'hui à la veille d'une crise économique historique qui soit encore pire que celle des années 20 peut-être ? Oui, tout à fait, parce que d'abord, il faut mettre en perspective et expliquer à travers des chiffres ce que représente le détroit d'Ormuz. Ce qui est très important, c'est que vous avez quasiment 500 milliards de dollars de marchandises qui transitent en valeur justement de produits pétroliers qui transitent par ce détroit. C'est également 122 navires quotidiennement. Et il faut savoir que depuis le début de la guerre, vous avez quasiment 11 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers qui sont retirés du marché, qui ne sont plus disponibles sur le marché. Vous avez également 143 millions de mètres cubes de gaz qui ne sont plus exportés. Et donc, ce qui fait que vous avez aujourd'hui un manque, justement, un choc de l'offre de la part des producteurs de pétrole émanant essentiellement de cette région. Et vous avez raison de faire le parallèle avec les précédents chocs pétroliers, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, l'économie mondiale a besoin de 100 millions, a besoin de consommer 100 millions de barils de pétrole par jour pour pouvoir faire tourner nos industries, pour pouvoir chauffer les citoyens, etc. Donc c'est une énergie aujourd'hui qui est extrêmement importante et vitale pour le domaine du transport, pour également nos industries, nos usines, etc. Alors qu'à l'époque, on consommait environ 60 millions de barils de pétrole dans les années 70. Et effectivement, là, il s'agit tout simplement de préserver la sécurité énergétique mondiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne est montée au créneau pour dire qu'il fallait absolument libérer ce détroit, parce qu'il faut rappeler, c'est quand même 20% du pétrole et du gaz mondial qui est produit dans cette région, qui aujourd'hui est coupé du reste de la planète. Justement, Nazim, concrètement, quelles sont les économies européennes ou bien asiatiques qui sont les plus exposées aujourd'hui à la fermeture du détroit d'Ormuz ? En fait, ce sont tous les pays, vous savez, qui ont une forte composante industrielle. Pour le continent asiatique, c'est évidemment l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon qui sont tributaires à plus de 70% justement du pétrole et du gaz qui est produit dans cette région. Donc eux, ils ont un véritable problème justement pour pouvoir alimenter leur relance industrielle puisqu'ils n'ont pas d'autre alternative. Et pour l'industrie européenne, vous savez qu'aujourd'hui, avec l'embargo qui existe sur les produits pétroliers et gaziers de la Russie, l'Europe se retrouve face à un blocage puisqu'elle n'a pas d'autre alternative. Elle avait tendance à se fournir essentiellement du GNL qui venait du Qatar, mais aujourd'hui, même la production américaine n'est pas en mesure de substituer le manque de livraison émanant de cette région. Et on sait qu'un baril durablement au-delà des $100 peut potentiellement faire entrer en récession non seulement le continent européen, mais l'ensemble de la planète. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu plusieurs chocs exogènes. Ça a commencé au début de la décennie avec le Covid. 2 ans plus tard, ça a été la guerre russo-ukrainienne. Et puis, à peine en période de convalescence, vous avez déjà un énième choc exogène, justement, qui est un choc énergétique assez violent. Guillermo Bravo, je reviens vers vous. Cette crise énergétique va-t-elle accélérer, selon vous, le découplage de l'Europe vis-à-vis des hydrocarbures du Golfe ou, au contraire, la rendre encore plus dépendante à moyen terme ? Des hydrocarbures du Golfe ? Oui, plutôt. En plus du stress énergétique. Bon, à ce moment-là, le débat, justement, est sur la déconnexion du gaz et des hydrocarbures russes. À ce moment-là, pour les hydrocarbures et le réseau énergétique qui arrive en Europe pour des pays du Golfe, je ne pense pas que ceux-ci aillent le déconnecter. C'est peut-être très possible qu'on cherche des alternatives plutôt temporelles, mais dans la mesure où les stratégies énergétiques sont quelque chose de très sérieux, de très lourd et qui prend beaucoup de temps du fait que c'est très sérieux parce que ça touche à absolument tous les secteurs de l'économie. Est-ce que justement, il y a une panique, pardonnez-moi de vous couper, est-ce qu'il y a une panique dans les entreprises européennes ? Alors en Espagne, je peux vous parler du cas espagnol actuellement. C'est vrai qu'il y a eu une panique par rapport au prix des hydrocarbures dès les premiers jours de la guerre, car nous avons vu des répercussions directes sur ces prix.
Mais c'est vrai que dans le cas de notre gouvernement, il y a eu un paquet d'aides qui a permis de baisser les impôts sur les hydrocarbures et de redonner des prix plutôt normaux ou antérieurs à ce conflit, au moins pour ce qui est l'essence et pour les consommateurs, ce qui a tranquillisé, je pense, la plupart des gens. Mais bien évidemment, c'est vrai que l'Espagne, c'est un des pays qui est le moins dépendant de toute l'Europe, des hydrocarbures du Golfe, notamment parce que nous importons une partie de notre gaz de l'Algérie, justement. Mais il y a d'autres pays européens qui vont avoir beaucoup plus de problèmes. Je ne peux pas parler pour eux parce que je ne connais vraiment pas exactement le mix énergétique qu'ils ont, mais ce sera sûrement une question qui se posera dans les tables de débat des leaders européens de ces autres pays, surtout plutôt à l'Est. Et seul le temps dira s'il y aura un découplement complet ou si ce sera seulement une recherche d'alternatives temporelles, le temps que cette crise se désescalade. Mohamed Ben Azouz, on parle beaucoup du stress énergétique. Néanmoins, il y a aussi un autre risque qui est le risque d'une crise alimentaire sans précédent. Après le blé de la mer Noire, il y a les fertilisants du détroit d'Ormuz. Oui, absolument. Bon, d'abord, pour le détroit d'Ormuz, il n'est pas complètement fermé. C'est-à-dire, ce qui appartient à la Chine passe. Et dernièrement, même ce qui appartient aux Japonais peut passer. Il y a eu même des informations qui font état que la France et l'Italie essayent de négocier avec l'Iran pour pouvoir faire passer leurs intérêts par le détroit. Bien sûr, il va y avoir des répercussions, disons surtout peut-être moyen terme et peut-être aussi durable au long terme. Mais il y a aussi le risque du ciblage de ces infrastructures pétrolières. Personnellement, je ne pense pas que les menaces du président Trump iront au bout. S'il y a quelque chose, ce sera quelque chose d'unilatéral que l'entité sioniste essaiera d'imposer. Parce qu'on a vu depuis le début de ce conflit que toute escalade, toute initiative d'escalade est prise par l'entité sioniste. On a vu que les Américains essayent de suivre. Déjà, vous avez vu les demandes de financement de 200 milliards de dollars pour pouvoir tenir. Donc, à la fin, c'est-à-dire si on projette pour ce conflit, c'est soit on va descendre à un conflit de faible intensité, c'est-à-dire il y aura en tout cas pas de l'intensité actuelle, soit il y aura un règlement qui reste aussi très pathétique pour le moment, vu l'entêtement de l'entité sioniste qui est persuadée qu'ils finiront par faire agenouiller l'Iran, si vous voulez, devant leurs exigences, ce qui n'est vraiment pas sûr. Nazim Sini, au-delà du pétrole et du gaz, les infrastructures hydriques sont souvent aussi les premières victimes invisibles des conflits. Ces dommages structurels peuvent-ils, selon vous, déclencher une crise humanitaire et économique de long terme ? Oui, parfaitement, parce que vous savez que dans ce type de guerre, vous l'avez compris, l'objectif est d'atteindre les infrastructures dites stratégiques. Et d'ailleurs, il y a eu 40 infrastructures gazières et pétrolières qui ont été bombardées depuis le début de ce conflit et qui vont mettre des mois, voire des années avant d'être reconstituées. Et effectivement, vous faites très bien de le rappeler parce que dans cette guerre, en fait, le véritable drame, ce n'est pas un drame économique ou diplomatique, c'est avant tout un drame humain. Et en premier lieu, les Iraniens qui subissent cette agression, littéralement, de deux pays qui s'acharnent sur l'Iran pour des raisons idéologiques. Mais ce que n'avaient pas prévu justement les belligérants, c'est que cette guerre va devoir prendre fin pour des raisons économiques. Parce que vous savez, l'effort de guerre nécessite énormément d'argent, nécessite énormément de capitaux. Et aujourd'hui, les deux pays qui sont, notamment l'entité sioniste et les États-Unis qui sont à la manœuvre, se voient confrontés à plusieurs limites. D'abord une limite politique,
notamment pour Trump, qui va être confronté au midterm, et une limite budgétaire. Mais pour revenir fondamentalement à votre question, évidemment, d'abord, c'est une région, cette région du Golfe, qui souffre de stress hydrique de par sa géographie, sa géologie. Et là, maintenant, le fait que l'on touche à des infrastructures hydriques, évidemment, le plus grand drame, c'est de voir les stations de dessalement d'eau de mer être touchées, c'est de voir un drame humanitaire aussi surgir avec des millions de personnes qui se retrouveraient justement livrées à elles-mêmes, qui se retrouveraient sans abri et puis qui n'auraient pas accès aux infrastructures de base. Donc c'est un conflit qui pour moi va avoir des conséquences sur du long terme désastreuses et puis ça montre encore une fois que l'idéologie de certains peuvent complètement déstabiliser non seulement la région mais aussi le monde. Tarek Hafid, on se pose également des questions sur le pourquoi de l'extension de cet ultimatum de Donald Trump. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours cette possibilité de lancer une offensive terrestre ou alors un autre plan. Il ne faut pas oublier que cette guerre a été déclenchée au moment où justement il y avait des négociations qui étaient prometteuses, qui allaient effectivement donner lieu à un plan de règlement, on va dire, de la question du nucléaire iranien, et que le jeu de bluff, tout ça, c'est devenu maintenant la marque de fabrique de l'administration Trump. Et il est possible qu'effectivement que cette extension de 5 jours, qui pourrait être en plus étendue à 5 autres jours, pourrait préparer effectivement une opération militaire dont on ne connaît pas l'ampleur, et qui, au vu de la situation, moi je ne m'y connais vraiment pas du tout sur le plan militaire, pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les troupes qui seront engagées, et certainement beaucoup plus pour la partie qui sera chargée de l'offensive, donc les Américains et peut-être les Israéliens. Peut-on imaginer aussi que les Israéliens envoient eux aussi des troupes contre les côtes iraniennes? Tout est possible, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle on est maintenant. Ce qui est certain, c'est que les Européens disent non. Visiblement, ils ne veulent pas participer à une opération de maintien de l'ordre ou de déminage ou d'engagement soit dans le détroit d'Ormuz ou même un peu plus au nord, plus dans le Golfe. Mais la situation, il faut lier effectivement les déclarations de Trump à ce qui pourrait être préparé sur le plan militaire. Justement, Mohamed Ben Azouz, certains observateurs parlent du fait que 5 jours, c'est la durée pour que les Marines puissent arriver et débarquer dans l'île de Karl, l'île stratégique de Karl. Il faut compter une quinzaine de jours pour essayer de monter vraiment une opération militaire. Mais les volumes de force dont on parle, ce sera qu'une opération politique, c'est-à-dire symbolique, et qui, je pense, va viser les îles iraniennes déjà contestées. Ce sera un message politique vers l'Iran que, c'est-à-dire à la sortie vous entêtez, à la sortie de ce conflit, vous n'aurez plus ces îles pour lesquelles vous insistez tant. Donc je pense que ça va se limiter à ça, ça va être symbolique. Parce que si vous voyez la géographie, vous voyez les porte-avions américains où est-ce qu'ils sont, même le porte-avions américain ne peut pas traverser le détroit d'Ormuz actuellement. Ça ne servira à rien. Il sera vraisemblablement détruit. D'ailleurs, ils se sont retirés, les porte-avions. Voilà, donc vous voyez ce qui se passe. Donc il faut faire un peu la part des choses entre ce qui est faisable. En ce qui concerne les côtes, là, vraiment, je ne pense pas. Il faudrait un volume de force quand même assez important. Et il faudrait aussi que beaucoup de gens soient engagés. Et là, on a vu que les Européens, leur position, ils insistent, c'est-à-dire sont vraiment à rester en retrait par rapport à ce conflit, quel que soit les déclarations d'Ursula von der Leyen ou autres. Les Européens déjà, on a discuté en aparté, ont déjà assez de mal avec la guerre en Ukraine. Donc la conjoncture est vraiment
défavorable à une quelconque adhésion européenne dans ce conflit. Bien sûr, il y aura des soutiens un peu à la limite du droit international. Par exemple, ils vous disent, l'armée française dit que nos forces aériennes sont engagées pour protéger les pays du Golfe ou pour protéger certaines installations américaines qui sont d'abord défensives parce que elles sont en train de couvrir des objectifs pour détruire les sites de lancement iraniens. Comme si que là, dans ce conflit, on peut définir ce qui est légitime, ce qui est accessible à l'ingérence européenne ou non. Vous voyez ce que... Donc ça reste du discours, du brouillard de guerre, ça reste de la propagande, mais je pense que le dernier mot, c'est que les Européens n'ont vraiment pas les moyens pour s'engager dans une aventure pareille. Très bien, on va rebondir rapidement sur l'île de Karg, une île iranienne stratégique, Nazim Sini, qui représente 90% des stockages du pétrole iranien. Oui, tout à fait. En fait, c'est une île stratégique, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour les partenaires du pays. Et en fait, cette île représente le poumon économique de l'Iran et la menace de s'attaquer véritablement avec toute la puissance de frappe américaine sur ces sites-là et sur cette île peut effectivement porter un véritable coup d'arrêt à la production pétrolière iranienne. Mais comme vous l'avez dit précédemment, effectivement, il ne faut pas oublier que l'Iran fournit actuellement quasiment 90% du pétrole pour la Chine, 60% des besoins pétroliers du Japon et également une bonne partie pour l'Inde. Et donc ces pays-là vont s'opposer à la destruction totale des capacités de production et de stockage du pétrole et du brut iranien. Vous savez, ce qui est très important aussi de rappeler, Nariman, c'est que actuellement, si on doit revenir sur le sujet économique de cette guerre et notamment du poids de cette île, c'est que, vous savez, l'économie a un ennemi, c'est le manque de visibilité et l'incertitude. Et actuellement, avec l'enlisement de ce conflit, vous voyez qu'il y a justement aujourd'hui une véritable incertitude sur la suite à donner à ce conflit qui avait été annoncé par Trump, qui devait durer quelques jours seulement. On est à la 3e semaine de guerre et on sait que plus cela va durer dans le temps et plus on sait qu'on va avoir des points de PIB perdus à l'échelle planétaire, mais également aussi une vague de ralentissement des IDE, des places de marché qui vont tanguer, des chefs d'entreprise également qui vont revoir leurs projets d'investissement. Et donc c'est très important aujourd'hui de revenir vers de la diplomatie, de la négociation et un arrêt total des hostilités. Parce que là, c'est clairement une récession mondiale qui attend la planète entière pour cette année 2026, qui, rappelons-le, d'après les prévisions du FMI et de la Banque mondiale, était censée être l'année du rebond après une année 2025 plutôt timorée. Très bien, Nazim Sini. Guillermo, bravo. Je reviens vers vous pour parler de cette annonce faite par le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur l'organisation d'une réunion du G7 en France vendredi prochain. Pensez-vous que ce G7 peut déboucher sur une position commune ou est-ce davantage une opération de communication américaine pour tenter d'éviter un isolement politique ? Alors justement, je pense que les Américains, et c'était justement les Allemands qui le disaient, les Américains n'ont pas besoin des Européens au niveau militaire. S'ils ont besoin d'un soutien explicité de la part des Européens, c'est justement pour ne pas soutenir involontairement cette narrative selon laquelle ils seraient seuls dans cette aventure, bon, seuls avec Israël, qui est leur compagnon habituel dans les éditions précédentes de cette aventure, disons-le comme ça. Et peut-être que ce G7 s'encadre plutôt dans cela. Pour l'Europe, c'est une narrative qui est positive dans la mesure où on est pris en compte par les Américains lorsque justement beaucoup des gouvernements européens sont critiqués du fait de ne pas se positionner aux côtés des Américains par une certaine partie de l'électorat de chacun des pays. Donc maintenant, ils sont appelés à la table pour s'asseoir avec les États-Unis et au moins parler des possibilités à faire ensemble. Pour les États-Unis, c'est quelque chose de positif dans la mesure où ils vont avoir des conversations sur ce sujet qui semble être un sujet tabou pour certains de ces pays dans leurs respectifs domaines domestiques.
ce qui pourra être vendu comme un succès dans la politique intérieure américaine, notamment vis-à-vis des midterms desquels on parlait avant, qui sont peut-être le principal enjeu à niveau intérieur pour Donald Trump lié à cette affaire-là. Et je pense que ce G7 peut être compris comme une sorte de synergie. C'est bien pour les Américains, c'est bien pour les Européens, mais je ne pense pas que des conclusions, ou au moins des conclusions avec des effets significatifs, aillent être prises lors de ce sommet. Chacun utilisera les conclusions, ou s'il y a des conclusions, pour renforcer leur narrative. Mais je ne suis pas tellement optimiste sur le fait que ça puisse déboucher à quelque chose de concret. Mohamed Ben Azouz, je vous ai vu acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Guillermo Bravo? Oui, bien sûr. Brièvement, s'il vous plaît. Globalement, mais ce qu'il faut retenir, que l'Europe n'a vraiment pas les moyens, c'est-à-dire on parle de moyens financiers, pour s'engager dans une telle aventure. Mais je voulais faire ressortir aussi, par rapport à cette guerre d'agression, j'ai dit que ça, au début de l'émission, que ça bouleversait le pacte, c'est-à-dire euro-atlantique, qui est normalement basé sur la défense. Là, on voit que c'est une agression flagrante où on essaie d'entraîner l'Europe, ce qui constitue quand même un schisme par rapport au concept auquel on est habitué. Mais je m'interroge sur le mutisme international. Les gens, à part des positions comme la position espagnole, qui est courageuse, l'Espagne a pour habitude d'avoir des positions assez morales sur le plan international. Vous avez cité les questions de la Palestine, etc. L'Espagne a beaucoup contribué au dialogue, c'est-à-dire entre civilisations. Très bien. Mais à part ça, on s'interroge. Quelle est la position de la Russie? On sait très bien qu'actuellement la Russie profite de ce conflit. Parce que l'embargo sur une partie est élevé. Mais aussi, on s'interroge sur la Chine. On a vu que la dernière fois, l'été dernier, où il y a eu à peu près une même aventure très limitée contre l'Iran, la Chine s'était manifestée. Il y avait mis un holà sur ces infrastructures énergétiques donc là, on s'interroge ces acteurs. D'en parler dans nos prochaines éditions, je l'espère. Est-ce que ces acteurs vont réagir ou non? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Mohamed Ben Azouz, d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à vous, Tarek Hafid. Nazim Sini, merci beaucoup. Guillermo Bravo, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Al 24 News. Je vous laisse avec le JT de 19h avec Abdelkader El Griyaf.